Salutations à toutes et tous, on se retrouve dans cette vidéo de top, bienvenue. Suite à la dernière vidéo, la vidéo des flops, ça y est, nous avons évacué toute cette haine, toute cette négativité. Nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui a été de positif, voire de très bon, sur l'année cinématographique 2024, avec quelques exceptions, j'y reviendrai au moment voulu. Sachant au passage que je n'ai pas eu le temps de voir tout ce que je voulais, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien sortir les vidéos. Je peux pas attendre plusieurs années pour être sûr d'avoir tout vu. Ce serait débile. Donc j'ai fait l'impasse sur The Beekeeper, qui malgré le fait que j'aime beaucoup certains films d'action et John Statham, notamment Hypertension, j'ai fait l'impasse dessus. J'ai fait l'impasse sur Skydome 2023. C'est dommage parce qu'en plus j'aime beaucoup la science-fiction. Il aurait pu très certainement être dans le top, c'est dommage. Human Nature Zero to The Beginning, sachant que je suis très fan de ce qu'ils ont fait depuis Adventure 3. Malheureusement, le film est introuvable, donc peut-être 2025, on verra. J'ai fait l'impasse sur Le Larbin. Alors là, tout le monde va tomber de sa chaise. Le Larbin, mais attends, c'est la comédie toute pourrie française là. Alors certes, mais c'est parce que le scénario ressemble beaucoup à un scénario que j'ai moi-même écrit. Ensuite, la saga des Bad Boys. J'en ai vu aucun. Pareil que c'est vachement sympa. En plus, il y a eu le 4 qui est sorti cette année. Du coup, non, pas là, trop de trucs à regarder. Aussi, j'ai fait l'impasse sur Godzilla X Kong. Là, pour le coup, c'était pour me foutre de sa gueule, parce que j'avais plutôt détesté Godzilla versus Kong. Ensuite, Beetlejuice. J'étais déjà pas fan du premier, je me suis pas précipité pour voir le 2. Alien Romulus, je me suis probablement dit que ça allait être moyen plus, on sait pas trop, mais bon. Est-ce que ça avait vraiment le coup de se le regarder en urgence? Du coup, non. Sachant que je suis pas fan des comédies musicales, j'ai fait aussi l'impasse sur Wicked. J'ai fait l'impasse sur Gladiator 2 parce que globalement, les gens ont l'air assez d'accord pour dire que c'est moyen plus. Le film dure 2h30. Ça faisait du coup pas partie de mes priorités. Alors pareil, je m'étais un peu endormi devant, c'est probablement parce que j'étais pas dans le mood à l'époque. Mais du coup, Vaiana, il y a le 2 qui est sorti, il paraît que c'est vraiment pas terrible. Mais c'est quand même le troisième plus gros succès de l'année. Mais il aurait fallu que je me rattrape en plus le 1, donc écrire double dose de critique. J'ai pas pris le temps. Je n'ai pas non plus pris le temps de regarder les 2h40, ou je ne sais plus, 3 heures même peut-être, je crois, oui, de Megalopolis, pardon. Parce que probablement qu'il aurait été dans mon flop, parce que tout le monde crache dessus. Et est-ce qu'on a déjà vu un film 3 heures, mis à part Le Seigneur des Anneaux, où il y avait absolument rien acheté? Donc je le voyais vraiment mal atterrir dans mon top. Pour mon flop, c'était trop tard, je l'avais déjà sorti, je ne l'ai pas rattrapé. Et malheureusement, ça par contre, ça me fait extrêmement mal parce que probablement qu'il aurait été dans mon top et même très certainement assez haut. L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec des guillemets, parce que j'avais pas trop aimé le grand bain. Donc, potentiellement que ça m'aurait pas outre mesure plu. Mais en tout cas, beaucoup de gens l'ont énormément apprécié. Ce sera un film important au César, mais il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. Je ne l'ai pas vu. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir parler vite fait de cinéma. Peut-être mon plus gros événement culturel 2024, ça a été Final Fantasy VII Rebirth, que j'ai énormément apprécié. Ça a été une grande expérience que j'ai eu la chance de pouvoir vivre, parce que les planètes s'étaient alignées au bon moment, enfin pas au bon moment, plusieurs mois plus tard, mais en tout cas ça s'est aligné en 2024 pour que je puisse y jouer. Et ça a été extraordinaire. Au-delà de tout ce que j'ai pu voir ou regarder, tout ce qui est cinéma ou série, c'était au-dessus, mais bon, ne parlons pas de ça. Aussi en série, Meurtre mode d'emploi et The Boys saison 4. Je vous invite à regarder mes vidéos dessus. C'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, passons vite fait aux quelques mentions honorables de films. Il y a eu Sous la scène. Beaucoup de gens ont craché dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était un divertissement très honnête. J'ai aussi pas mal aimé Speak No Evil. Il paraît qu'il faudrait voir l'original. Il y en a d'autres qui disent que l'original est chiant et que le remake est mieux. Moi, je fais partie de ceux qui avaient détesté Morse et qui avaient adoré Let Me In. Donc,
Des fois, il y en a qui sont trop attachés à l'original et qui ne se rendaient pas compte des soucis de rythme, je ne sais pas. En tout cas, Speak No Evil, j'avais trouvé ça très sympathique. Ça a même failli être dans un top à un moment donné. Il y a eu aussi Le Train des Enfants, film Netflix qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale sur du coup la misère en Italie. Alors je pense que historiquement ça vaut pas grand chose, pour ne pas dire que ça m'a sorti tellement qu'il y avait que des âneries. Mais en tout cas en termes de cinéma c'était très bien. Aussi dans les mentions honorables nous avons The Fall Guy, voilà, c'était du divertissement un petit peu radé pâquerette, avec un début sacrément mou. La seconde partie était plus réussie. Et ça valait pas plus le coup que ça. Nous les Leroy, j'ai beaucoup aimé le concept. Comment c'est déjà José Garcia était absolument parfait. Le film en lui-même était sympathique, mais pas outre mesure. Pareillement, Le Cercle des Neiges, on a eu tellement de films de survie que celui-là, ni neuf, pas spécialement. C'était bien fait. Next, passons à autre chose. L'amour au pied du mur, ou encore Irish Wish, des comédies romantiques sympathiques. Voilà, pourquoi pas. Ou encore La Demoiselle et le Dragon, le fameux gros blockbuster Netflix avec Millie Bobby Brown qui se bat contre un dragon. Et ben c'était vraiment pas mal du tout. Place ensuite au quasi top, c'est-à-dire les films qui ont été dans mon top longtemps, mais que bah il y avait que 10 places, du coup il n'y avait pas de vague. Film sur le harcèlement scolaire du point de vue enseignant. Enfin, en gros, c'est dans le milieu scolaire le harcèlement, mais sur un enseignant. Avec un François Civil excellent. On fait un vote. Le suicide, ça se passe comment? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé Une femme en jeu. Le film qui se passait pendant une mission de télé-réalité où il y avait un serial killer qui se présentait à une émission de télécrochet de romance, de séduction, et avec le montage alterné sur ces différents meurtres. J'ai trouvé ça vachement pas mal. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. J'aime beaucoup les histoires vraies. Dans le même genre, je crois que c'est tiré d'une... Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, tout à fait. Arthur the King, film qui n'a malheureusement pas eu les droits d'une sortie cinéma en France. C'est bien dommage, mais ça a été disponible sur Amazon Prime, et ça l'est toujours d'ailleurs. T'as différents équipements, tu te démerdes pour faire ta course, en mode un peu film d'aventure, et avec Arthur the King, le chien-chien, qui donne une autre dimension. J'avais trouvé ça très rafraîchissant, et puis ça m'a rappelé un peu tout ce incroyable voyage et tout ça. Et sinon, un autre film que j'avais... là pour le coup ça m'a fait mal de le sortir du top, parce que j'ai vraiment pas mal aimé. C'est Twisters. En gros, ça reprend les principes des chasseurs de tornades. Et c'est vraiment un truc très culturel ancré dans l'Amérique et qu'on a absolument rien à foutre dans le reste du monde. D'où le fait que le film a été un énorme succès aux États-Unis et un énorme échec en dehors. Ça a été vraiment quelque chose de très bizarre à constater. Il y a eu un peu ça sur Beetlejuice aussi, en mode très événement américano-centré. Mais pour le coup, c'est dommage. Surtout que c'est bien raconté, c'est assez grandiose dans sa mise en scène, avec vraiment un effet à l'ancienne. C'est vraiment, c'est pas genre du... Enfin, si, c'est forcément du déluge d'effets spéciaux, mais avec vraiment cette touche qu'on a l'impression c'est vraiment ancré dans le réel, on y croit, c'est vachement bien fait. Et en plus de ça, ils ont réussi à rajouter des idées pour un peu... faire une critique de la société en mode le consumérisme, tout ça, la chasse au sensationnalisme. Ça m'a pris. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mais donc, place au top 10, mesdames et messieurs. C'est parti, le top 10 de mes films préférés 2024, avec une couille dans le potage, mais vous me connaissez, c'est le pattern. C'est voilà, c'est... Que ne serait pas un top sur extrême nécessité, sans une petite arnaque à la fin. Croire ou ne pas croire. Hérétique. Pas vraiment film d'horreur, un peu, mais surtout un film escape game, j'aurais tendance à dire.
Et pas Escape Game, le film tout pourri, le film d'horreur là, en mode slasher, non. Hérétique, c'est un film avec Hugh Grant, qu'on adore, un des meilleurs acteurs de toute l'histoire, qui a deux espèces d'écervelés de témoins de Jéhovah, enfin, non, pas, enfin, on sait, mormons, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui vient toquer à votre porte en mode nous, on sait quelle est la vraie religion et machin. Bien sûr, bah oui. Ah bah, bon, alors là. Mais j'avais envie que vous veniez d'ailleurs. Allez. Ah putain. Et bah justement, le monsieur est un peu aigri. Hein, bah, il est un peu aigri, le monsieur, et puis bah, il leur réserve quelques surprises de petites dames. Hein. Et j'adore le concept de. Il y a un truc qui va pas, non? Mais. Non, 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 faudrait se casser là, ça pue un peu. Et c'est le concept vraiment de escape room, c'est-à-dire que vous avez une pièce, vous avez des mystères à résoudre, avec un peu un concept à chaque pièce, et c'est ultra ingénieux, j'ai adoré. Mais la fin m'a à moitié satisfait. C'était globalement très bien tout le long, avec un petit moif sur la fin. Chacun se fera son avis. Ça aurait pu m'emporter encore plus. Ça en restera là, mais c'est déjà dans le top. Parce que c'est une des meilleures choses que j'ai eues de l'année. Robot Sauvage, film d'animation de studio DreamWorks. D'ailleurs, de l'un des deux qui a fait Dragon. Pas celui qui fait le remake live action, mais l'autre. Avec un petit budget pour de l'animation. Bah du coup en fait ça fait un peu genre les fables pour enfants. Mais avec une petite touche de dark en mode là pareil, t'as l'impression que tout va bien, mais non. Et il y a un peu ce côté les dystopies. Avec du coup ce robot qui arrive dans ce milieu sauvage. Et déjà, qu'est-ce que fait ce robot-là? Comment est-ce qu'il va s'acclimater à cette nouvelle vie? Est-ce qu'il va se faire une nouvelle vie ici déjà? Et c'est à la fois très touchant, très mignon, un peu brut, avec des blagues quand même sur la mort dès le début. Faut oser, donc c'est vraiment pas un film pour enfants en fait, du coup. Et l'animation, on va en parler vite fait. En gros, c'est plus ou moins du cache-misère. Si ça avait 200 millions de budget, ce serait encore plus beau. Là, ils ont voulu faire un peu un effet repeint, genre de la petite modélisation 3D qui aurait pu être poussée beaucoup plus loin, mais qu'ils ont laissé un peu en retrait pour faire un peu une couche par-dessus. On va pas se mentir, ça fait légèrement cache-misère, et certains animaux ont un design qui m'a un peu dérangé. Mais à côté de ça, l'histoire était vraiment très prenante, j'ai aimé la construction, et il y avait des envolées épiques avec une musique, et puis le côté set-off, payoff, avec en gros plein de leçons qu'on apprend, et à la fin, chacune des leçons sert à un moment donné, et ça s'enchaîne tellement fort, ça m'a bien pris à ce moment-là. Mais voilà, peut-être que les suites iront encore plus loin avec des concepts de science-fiction, on verra bien. Parce que du coup, a priori, ça va être une trilogie. Place un peu à de la poésie, encore du cinéma d'animation, avec cette fois le même principe un peu visuel que le robot sauvage, mais en version beaucoup plus poussée, avec vraiment une modélisation 3D presque ridicule, avec certains animaux très laids pour le coup en termes de modélisation, et même une animation un peu saccadée. On sent que ça n'a pas été fait avec beaucoup de moyens, mais par contre la patte artistique dessus est extraordinaire, les décors, il y a un effet de profondeur aussi, d'effet de lumière, et globalement quand même on parle d'un film où tout le concept c'est que c'est des animaux qui essaient de survivre dans un monde post-apo sans humains, avec un déluge et une montée des eaux terribles qui emportent tous les derniers vestiges de l'humanité. Donc un film post-apo de survie avec que des animaux et c'est en muet. Ah oui, c'est original, c'est un concept.
Mais en tout cas, c'est un concept très onirique, très poétique, et ça m'a beaucoup plu, m'a complètement emporté. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Furiosa. Alors c'est tout frais, j'ai même pas écrit la critique au moment où je tourne cette vidéo. Ah, et je dois dire que ça m'a surpris parce que le film a été un sacrément lourd échec au cinéma. Alors que en vrai, certes, c'est pas une folie d'action comme Mad Max Fury Road, mais il y a vraiment énormément de moments d'action très bourrins, et puis même pendant genre 1h40 ou un truc comme ça, 1h30, ça s'enchaîne absolument non-stop. Aucun moment de répit, ça bombarde. Et c'est un peu le côté ce qui aurait dû être le Dôme de Tonnerre à l'époque, avec un budget colossal. Là, le budget est colossal. Et on sent vraiment que c'est vraiment le film qui est là pour donner vie à tout cet univers, qui était sinon de base assez incohérent. On se demandait vraiment comment est-ce que ça pouvait fonctionner, tout ça, où est-ce qu'il tirait l'essence, comment ça marchait, est-ce que vraiment on peut survivre dans un tel monde. Et ça permet aussi de revenir sur le personnage de Furiosa, qui, bah, en plus pour moi, n'était pas forcément un personnage très intéressant outre mesure. Bah en fait si. Et surtout qu'on a mis beaucoup en avant Anya Taylor-Joy, alors qu'en fait elle met 1 heure de film entier à arriver. Ça se concentre beaucoup sur son enfance. Et que ce soit en termes de mise en scène, de création d'univers et tout, c'est vraiment ce qui aurait dû être le Dôme de Tonnerre. Ça développe parfaitement l'univers de tous les Mad Max, bien sûr, et puis surtout de Mad Max Fury Road. Donc je ne comprends pas pourquoi tous les fans de Fury Road ne se sont pas jetés à fond dessus, et pourquoi en plus derrière ça n'a pas créé une nouvelle fanbase, parce que ceux qui trouvaient que c'était un peu du pur divertissement, bah là on a vraiment l'approfondissement thématique, scénaristique, donc pour pas mal de points, bah, je trouve Mad Max Furiosa plus réussi que Fury Road. Donc son échec en salle m'a vraiment choqué. Et je suis extrêmement content de l'avoir attrapé. ここ中と外で時間の隅がまるで違うトンネルか。その代わりに欲しいものが何でも手に入る。私と手を組まない。 Tunnel to Summer, film d'animation japonais, absolument magnifique, qui raconte une histoire d'amour entre deux adolescents en fin de lycée, où le jeune garçon trouve le fameux tunnel de Kurosawa ou un truc comme ça, qui est une espèce de lieu mythique dans la culture japonaise, qui est un peu un sacrifice, on va dire. On sacrifie son temps en échange de promesses. Seront-elles tenues, seront-elles pas tenues? Mystère. Mais en tout cas, c'est une espèce de bulle magique où le temps s'écoule de façon complètement différente à l'intérieur, avec à la fois cette affronter les deuils du passé, ces illusions perdues potentiellement à retrouver, qui se confrontent à de nouvelles envies. Et franchement, c'est extrêmement réussi dans tout ce que ça aborde, et visuellement, c'est magnifique. On sent que c'est pas du niveau d'un film des studios Ghibli, ou de celui qui a fait Your Name, ou de celui qui a fait Le Garçon et la Bête. Bien sûr, c'est pas le sommet de l'animation japonaise, mais ça reste quand même assez haut dans le panier. Et vraiment, je vous le conseille fortement, surtout que c'est assez court. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Surtout pas, non. C'est un boulot qui peut être fun. C'est un point important pour moi. En numéro 5, j'ai mis Profession Ceinture Noire. Un film d'action-drame sud-coréen qui en fait prend le postulat que globalement les forces de police en Corée du Sud sont sous effectif absolu, sont complètement non équipés. C'est vraiment la déficit de moyens dans la grande largeur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se démerder. Et alors l'idée qu'ils ont, c'est de recruter des spécialistes des arts martiaux, d'où le concept des ceintures noires. Et donc on va suivre un jeune un peu... un jeune quoi, un peu en perdition, qui cherche des valeurs auxquelles se rattacher,
et qui va tomber là-dessus, et qui va non seulement trouver l'occasion d'utiliser un peu tout son savoir-faire en termes d'arts martiaux, qu'il fait pour s'amuser, et le mettre en pratique, battre la sécurité des autres. Donc on part vraiment sur de l'insouciance pure et dure, sur de la comédie pure et dure, qui bascule sur de l'action un peu bourrue. Et derrière, eh ben ça a fait ce que beaucoup ont reproché de ne pas avoir suffisamment réussi à faire avec le film Sound of Freedom, puisque du coup ça va traiter de la pédocybercriminalité, et même pédocriminalité tout court, et globalement même de l'agression sexuelle qui est un fléau là-bas. Donc ça part sur des bases vraiment de pure comédie, action, un peu en mode l'enrobage pour te faire acheter le film, pour en fait te traiter d'un sujet extrêmement sérieux, extrêmement frontal, et de le faire de façon brillante. Donc vraiment, le profession ceinture noire, c'est ce qu'on appelle te brosser dans le sens du poil pour mieux te reprendre à revers. C'est vraiment une construction très intelligente, très pertinente, et en plus un divertissement absolument réussi, dont je le conseille très fortement. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Le Comte de Monte Cristo. Alors oui, que dire sur ce film qui a fait pratiquement 10 millions d'entrées rien qu'en France, qui a dépassé la barre des 100 millions dans le monde, donc c'est quand même assez énorme. Que dire sinon ce n'est que le livre est d'une richesse infinie, que le film a réussi à l'adapter d'une façon brillantissime, tout en gardant l'essence, en créant une rythmique extraordinaire. Vraiment, c'est un film de 2h40 qu'on ne voit pas une seule seconde passer, tellement que c'est un rythme maîtrisé de bout en bout. Le scénario est archi poignant, avec une histoire de vengeance qui va tellement loin, qui est tellement brillante, avec tellement de moments jouissifs tout le temps, tout du long. Il y a une mise en scène vraiment épique, un sens des dialogues, un phrasé, le retour des vraiment les dialogues ciselés, comme dans le prénom de la porte patelière. Vraiment, c'est un film d'aventure grandiose avec cette musique épique, un thriller politique archi prenant, avec vraiment des acteurs exceptionnels. Ça faisait très longtemps que le cinéma français n'avait pas proposé quelque chose d'aussi ambitieux et réussi, que ce soit techniquement ou artistiquement. C'était tout simplement Edmond dantesque. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Dune 2, Dune partie 2. Denis Villeneuve enchaîne chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre avec Premier Contact, avec Blade Runner 2049, et la lettre de Dune, vraiment la science-fiction. Il nous régale. L'œuvre de Frank Herbert est portée dans des proportions magistrales. Comme la première partie, cette seconde partie est tout autant réussie, même peut-être encore plus grandiose, plus épique. Et que dire, mis à part le fait que tout est absolument magistral dans la mise en scène, les décors, les costumes, les effets spéciaux, c'est vraiment... みんな死んだぞ。その怪物は許しちゃくれない。 Ça a été Godzilla Minus One. Ce film qui se passe après la Seconde Guerre mondiale sur comment le Japon essaye de se reconstruire malgré le fait d'être à l'état Minus One. C'est-à-dire qu'il est dans un état économique si critique qu'il ne peut ni fournir un toit, ni l'eau, ni la nourriture, ni l'électricité à ses citoyens. Donc on est vraiment sur de la misère pure et dure. Et malgré tout, le peuple essaye de se reconstruire, de se relever. L'entraide, la débrouillardise dans ce monde dévasté. Et quand on croit commencer à relever la tête, c'est là que la vraie menace arrive. Avec ce spectre de la menace nucléaire. Que dire à part que c'était une claque de bout en bout. Et c'est d'autant plus fort que c'est vraiment au terme des personnages, au niveau du drame humain,
que tous les enjeux se passent et que toute l'émotion passe même. C'est au-delà des affrontements extraordinaires et d'épiques de cette musique glaçante. Ce qui importe surtout, c'est l'humain à l'intérieur du récit. Et c'est là que ça gagne tous ses points, voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, il y reste le numéro 1. Et bah, du coup, on va reprendre les mêmes thèmes de personnages incroyablement bien écrits, de puissance émotionnelle, de démesure scénaristique, de sentiments d'épique, d'être dépassé face à quelque chose de tellement plus grand, qui à chaque fois passé à un autre cap entre le Comte de Monte Cristo, Dune 2, Godzilla Minus One, et maintenant numéro 1. Ils sont en chemin. Et la cible de qui? Voilà, c'est ça la vraie question. Le problème à trois corps. Comment ah là là, il nous a refait une Witcher. Il nous a refait une Witcher, mesdames et messieurs. Escroc, bien sûr. Mais oui, je vous ai refait une Witcher, évidemment. Évidemment qu'un film de 5 heures est plus développé qu'un film de 3 heures. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Alors, le problème à trois corps. Parce que si je suis honnête 2 minutes, quelle est vraiment l'œuvre qui m'a le plus marqué de l'année, que je retiendrai le plus, et à laquelle je reviens le... Enfin, non, j'ai rien revu pour l'instant. Mais en tout cas, que j'ai le plus hâte de revenir dessus, quand la saison 2 sortira, bien sûr, en 2026. Bien, c'est le problème à trois corps. Parce que déjà, je ne connaissais pas l'œuvre de Liu Cixin. Et je suis rentré juste par les concepts visuels absolument fous qu'on a vus dans les bandes annonces. Et la confiance que je donnais au showrunner de Game of Thrones, malgré la déception plus qu'amère de la dernière saison. Mais pour tout le travail absolument ahurissant qu'ils avaient fait sur les 7 premières, je ne pouvais que foncer tête baissée dans leur nouvelle série. Et je dois dire que j'ai pris claque sur claque à chaque épisode. C'est-à-dire que le mystère du comment, des enjeux, de pourquoi, je ne peux rien vous révéler. Mais voilà. Le principe même de repousser ce qu'on croit savoir de la science en général, que les croyances tombent les unes après les autres. De tomber sur quelque chose de tellement grand qu'on n'arrive pas à le saisir, à le concevoir. On arrive sur un niveau conceptuel tellement fort. Je ne m'en suis pas remis et je ne m'en remettrai jamais. Et j'ai tellement hâte de voir la suite, vous n'avez pas idée. Parce que déjà, l'histoire se construit au fur et à mesure, avec des bouleversements de fou à chaque fin d'épisode sur les 4 premiers. Surtout les 3 premiers. Mais on se dit, mais comment on peut aller encore plus loin? Et c'est là qu'ils font fort. C'est-à-dire que la deuxième partie, non, on prend du recul, on se reconcentre sur l'humain. Et c'est là que ça devient bouleversant. Et oui. Et oui. Bien sûr. Et ça faisait depuis Westworld que j'avais pas eu de tels frissons sur simplement notre place dans le monde, notre place dans l'univers, sur qu'est-ce que l'humanité. Je ne peux que vous encourager à foncer tête baissée dans cette série, ne surtout pas vous renseigner, laissez-vous immerger par la richesse de cet univers, par la puissance de chaque twist qui viendra renverser toutes vos croyances, tous les fondements que vous pensez savoir. Et puis surtout, ça c'est ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois on conçoit des théories
qui sont pas... Certaines se révèlent correctes, potentiellement. Mais il y en a tellement de possibles, toutes plus dingues les unes que les autres. Et la série trouve à chaque fois le moyen d'aller encore plus loin. Oh là là. Et c'est pour ça que je le mets aussi là dans mon top. C'est que dans la même mesure que The Witcher, déjà c'est une série extrêmement courte. Là c'était seulement 6 épisodes. Et bien en seulement 6 épisodes, bah déjà ça avait avec une durée moyenne de 50 minutes ou 40 et quelques. Voilà, ça, en gros ça fait plus un gros film qu'une vraie série. Et en termes de budget, d'ambition créative et narrative, on est beaucoup plus sur un film qu'une série. Donc c'est pour ça que Sans Vergogne, au même niveau que ce que j'avais dit pour The Witcher à l'époque, je pense que ça a tout à fait sa place ici. Bah ça a été beaucoup trop long, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura donné envie de découvrir ces films et cette série. C'était Extrême Nécessité, continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries, ne restez pas passifs, jouez également. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on se retrouvera peut-être à la fin du mois pour une vidéo sur Vision of Mana, où j'aurai beaucoup de choses à dire, notamment sur le thème du sacrifice et de l'enfance arrachée. Un jeu beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et à bientôt les gens.